Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grésivaudan, je suis Augustin et comme d'habitude, comme chaque semaine, je vais vous parler de cinéma. Tout d'abord, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aimez voir de bons films ? Est-ce que vous appréciez un film lorsqu'il est bon ? Ou autrement dit, est-ce que votre appréciation d'une œuvre cinématographique dépend de sa qualité ? Je pense que l'on a tous des films que l'on apprécie malgré leur qualité moyenne. Ces films que l'on désigne comme plaisir coupable, et lorsque vous regardez ces films, vous n'avez pas de mal à en voir les défauts, mais sans que vous puissiez vraiment l'expliquer, vous adorez les regarder. Mais poussons l'idée encore un peu plus loin. Est-ce qu'il vous arrive d'aimer des films foncièrement mauvais ? Et ces films, tellement mauvais que l'on finit par les apprécier, sont désignés en français sous le terme de nanar. Et ces films ont été popularisés par le génial site Nanarland, site français recensant le meilleur des, je cite, mauvais films sympathiques. Le terme de nanar n'existe pas en anglais, et ces films y sont désignés comme « movies so bad they are good ». Parce que quand on y pense, ce que l'on aime le moins au cinéma, c'est être déçu. Le pire, c'est que quand on se crée des attentes sur un film, et que l'on se rend compte que le film ne correspond pas aux attentes, eh bien c'est une déception. En revanche, lorsque l'on ne s'attend à rien et que l'on regarde un film extrêmement mauvais, l'expérience est au moins divertissante. En fait, le pire n'est jamais décevant. Regarder des nanars n'est pas forcément quelque chose de facile, et ce sont en général des films qui s'adressent à un certain public cinéphile. Même si la moquerie fait partie de l'expérience, regarder un nanar ne veut pas seulement dire se moquer d'une mauvaise œuvre. Si l'on insiste sur le terme de sympathique, c'est bien parce que les nanars naissent d'une intention véritable de la part de leurs réalisateurs et que ces derniers, les réalisateurs, essaient, sans réussite, de faire un bon film. Regarder un nanar, ça permet de comprendre que faire un bon film, en fait, c'est très compliqué, c'est très rare, et que les bons films ne sont pas légion. Regarder un nanar, cela implique aussi de respecter les intentions premières du réalisateur, qui sont forcément de faire un bon film à la base. Ce dont on se moque, ce n'est pas les intentions du réalisateur de nanar, c'est la réalisation de ses intentions qui est drôle. Le nanar a bénéficié durant ces dernières années d'une visibilité auprès du grand public, avec notamment le film The Room, un nanar du réalisateur Tommy Wiseau, qui est aujourd'hui reconnu par le grand public et la culture mainstream. Il y a par exemple beaucoup de mèmes internet qui circulent sur The Room. Et cette visibilité s'est aussi ressentie par le succès surprise des films Sharknado. Cependant, je trouve ça assez triste de voir que des films comme Sharknado, comme la série des Sharknado, il y en a 5-6, sont aujourd'hui perçus comme des nanars, puisqu'en fait ce ne sont pas des nanars. Ces films portant sur l'attaque de tempêtes de requins, donc qui a un plot qui a priori est très nanardesque, en fait sont des films qui sont volontairement mauvais et qui se distinguent donc des nanars par leurs intentions. Le but de la série des Sharknado, c'est surtout de récupérer les codes des nanars pour faire des bénéfices en attirant les moqueries du grand public. Ce qui est triste, c'est que les Sharknado, c'est une série de films de producteurs, c'est pas une série de films d'auteurs. Un nanar, c'est un film qui est involontairement mauvais. Et un nanar intentionnel, ce n'est donc plus un nanar. C'est une comédie nanardesque, comme l'explique le fossoyeur de film sur sa vidéo sur les nanars, qui a été une grande source d'inspiration pour cette chronique et que je vous recommande absolument chaudement. Cette quête dans le cinéma d'exploitation fauché nous amène à la question suivante. Quel est le pire film de tous les temps ? Les nanars étant la catégorie des pires films, quel est en fait le pire nanar ? Le film qui est souvent désigné comme le pire film de tous les temps, c'est le film Plan 9 from Outer Space du réalisateur Ed Wood. Sorti en 1959, le film raconte l'histoire d'aliens arrivant sur Terre et qui, dans un but de conquête, décident de déclencher le plan 9, qui est celui de ressusciter les morts, et d'appeler à vie d'autres créatures comme des vampires, des Frankenstein, etc. C'est une production complètement fauchée, avec un scénario à peine compréhensible. On y retrouve tout ce qui fait le sel d'un nanar. Des effets spéciaux atroces, des faux raccords à la pelle, des décors qui s'effondrent en arrière-plan, des acteurs qui oublient leur dialogue, etc. C'est un film qui est extrêmement divertissant à regarder tellement il est mauvais. Alors c'est évidemment impossible de répondre à la question posée: est-ce que Plan 9 from Outer Space est le pire film de tous les temps ? Puisqu'en fait des films ratés comme celui-ci, on peut en trouver plein d'autres. Cependant, Plan 9 from Outer Space est un film qui bénéficie d'une certaine popularité auprès des amateurs de nanars. Son réalisateur, Ed Wood, a réalisé plusieurs autres mauvais films, toujours avec cette même innocence et cette volonté de réaliser de grands films. Et c'est quelqu'un qui se perdait dans ses propres ambitions, évidemment. Il s'inscrit en cela dans la liste des plus fameux réalisateurs de nanars. Ed Wood, donc la personne, c'était un personnage absolument à part. Et la réalisation de ses films sont souvent des histoires hallucinantes en fait. Et ce sont ces histoires et ce personnage qui a poussé Tim Burton à produire et à réaliser un film sur la vie d'Ed Wood et sur la réalisation du pire film de l'histoire.
En 1994 sort donc le film Ed Wood, réalisé par Tim Burton et avec dans le rôle titre du réalisateur Ed Wood, le jeune Johnny Depp, encore assez peu connu pour l'instant. Ed Wood de Tim Burton, c'est une biographie du réalisateur éponyme qui suit la réalisation de 3 de ses films. Glenn or Glenda, La fiancée du monstre et donc Plan 9 from Outer Space, qui sont tous les 3 des nanars absolus. On suit donc le réalisateur dans sa vie privée comme professionnelle, sa relation avec sa femme, la recherche de financement pour ses films, mais surtout les tournages complètement chaotiques. Ed Wood, c'est un film qui parvient parfaitement à saisir l'identité du nanar et c'est une très bonne porte d'entrée pour se familiariser à ce cinéma. Tout de suite, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Tim Burton, director of Batman, Beetlejuice, and Edward Scissorhands, now takes you to a completely different world. The true story of a Hollywood legend, Ed Wood. And action! He made movies like no one else. You want to keep moving. You've got to get through that door. Ah, that was perfect. Perfect. Do you know anything about film production? Well, I like to think so. He had an eye for talent. I met Bela Lugosi. Well, I thought he was dead. This is the most uncomfortable coffin I've ever been in. No, he's very much alive. You flying saucer? He had a passion for storytelling. Get me transvestites. I need transvestites. You're flashy. They want that. Okay. But they want professionalism. So nix on the Nelly without losing naivete. What kind of a movie is this? It's science fiction. A heartbreaking romance. Grave robbers from outer space. Grave robbers from what? And he had a secret he couldn't hide. I like to dress in women's clothing. Panties, sweaters, pumps. It's just something I do. You don't like sex with girls? No, I love sex with girls. Wearing their clothes makes me feel closer to them. How can you act so casual when you're dressed like that? All right, everybody, let's finish this picture. Touchstone Pictures presents Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, and Bill Murray in the true story Give him a hand. Keep rolling. of an unforgettable filmmaker. We're making another movie. I got the Church of Beverly Hills to put up the cash. How do you get all your friends to get baptized just so you can make a monster movie? And his legacy that will live forever. How do you burn this up? Shake his legs around. Looks like he's killing me. This is the one. I command you! This is the one I'll be remembered for. Ed Wood, a Tim Burton film. Really? Worst film you ever saw? Well, my next one will be better. Hello? Vous venez d'écouter la bande-annonce du film Ed Wood de Tim Burton. Ed Wood, c'est un film de Tim Burton et pourtant, le style si reconnaissable burtonien y est assez discret. Burton fait partie de ces réalisateurs dont le style est immédiatement reconnaissable. Dans les influences gothiques, dans les influences de dessin, les mondes féeriques ou par exemple le surjeu pour moi de Johnny Depp ou Helena Bonham Carter. Ed Wood, c'est un film à la mise en scène et au style en fait assez simple, assez scolaire. Tim Burton prend le parti de tourner le film en noir et blanc pour ancrer le film dans son époque. Et le scénario brille surtout, en fait le film brille surtout par ses dialogues et ses personnages et dépeint une image assez réaliste du réalisateur Ed Wood et de sa bande. Cependant, ce n'est pas parce que le style de Burton est atténué que la patte de Burton n'est pas reconnaissable. En fait, le sujet du film est parfait pour le réalisateur. Tout d'abord, de nombreux parallèles peuvent être faits entre Burton et Ed Wood. Les deux réalisateurs ont un style assez référencé. Ils sont tous les deux passionnés par le cinéma de monstres de la Warner des années 40 et 50. Et Ed Wood, comme Burton, sont passionnés par l'imaginaire d'horreur en général et ses créatures. Dans les films des deux réalisateurs, on peut retrouver des vampires, des ovnis ou des morts-vivants par exemple. Ce sont tous les deux des faiseurs, attirés par le travail de maquillage et de décor. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que Burton gagnera un titre, une récompense pour le maquillage dans ce film, ce qui est assez amusant puisque le but de Burton c'était de reproduire des maquillages très mal d'une bonne façon. Des très mauvais maquillages donc dans le film original, mais les reproduire de manière assez fidèle, ce qui est très réussi évidemment. Ensuite, Ed Wood et Burton sont tous les deux des outsiders dans l'industrie du cinéma, en tout cas à cette époque. Ils ont tous les deux eu beaucoup de mal à trouver des fonds pour financer leurs films et leur vision artistique a rebuté beaucoup de producteurs. Ce sont tous les deux des artistes qui prennent des risques, en tout cas à la base, et qui osent faire des choses que beaucoup d'autres artistes n'essaieraient pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que Burton se retrouve beaucoup en Ed Wood, dans sa personnalité de rêveur. La différence, c'est que Burton a du talent et Ed Wood n'en avait pas.
Si le film Ed Wood se distingue dans la filmographie de Burton pour son apparente simplicité, on comprend vite que le sujet du film en fait un film assez important pour Burton, qui traite de thèmes qui lui correspondent bien. Au-delà du simple constat du style de Burton, ce film se distingue parce que c'est à mon avis le dernier vraiment bon film de Burton. Après Ed Wood, Tim Burton entre progressivement dans une phase de réutilisation, voire de parodie du style qui a fait son succès. Avec des films comme Sweeney Todd, Alice au Pays des Merveilles et Charlie et la Chocolaterie, Burton récite sans imagination et sans inspiration les codes de son cinéma en y mettant de moins en moins d'efforts et en se dirigeant de plus en plus vers les normes de l'industrie qui sont le numérique. Le style de Burton est devenu aujourd'hui une marque, une série de codes et de concepts ne portant plus vraiment une grande signification. On y retrouve Johnny Depp encore et encore dans les mêmes rôles, interprétant de plus en plus machinalement des rôles de plus en plus caricaturaux. L'outsider qu'était Burton a fini par se ranger du côté des producteurs et a accepté de réciter en boucle la même recette. C'est pas vraiment étonnant, puisqu'en fait cette recette fonctionne très bien d'un point de vue économique. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles, qui est pour moi peut-être son pire film, a rapporté en tout $1 milliard, ce qui est absolument énorme. Le style si fin et étrange de Burton a fini par être digéré par l'industrie hollywoodienne pour n'en garder qu'un semblant, une pâle caricature. Burton est finalement devenu l'opposé total de Ed Wood, un réalisateur formaté. Ed Wood est représentatif, le film est représentatif d'une période durant laquelle le réalisateur prenait encore des risques artistiques et avait un discours pertinent sur l'art et la création. Parce que Ed Wood, c'est un film sur l'art et l'art de créer. C'est un film qui rencontre des réalités impitoyables de l'industrie cinématographique. Faire des films, en fait, c'est très compliqué et tout le monde n'est pas capable de bien le faire. Ed Wood parvient parfaitement à capturer la dimension enfantine et innocente des nanars et des réalisateurs de nanars. Ce sont des films mauvais, faits par des artistes qui pensaient faire quelque chose de bien, mais qui ne connaissent tout simplement pas assez le cinéma, ou l'art de créer des films, ou plutôt la profession en fait de créer des films. Ed Wood, c'est une comédie, puisque c'était un film assez drôle en fait, mais c'est une comédie absolument tragique. C'est un film très drôle, mais aussi très triste. Les tournages chaotiques, les répliques pourries ou la folie du héros, tout cela donne l'opportunité pour de nombreuses situations amusantes. Cependant, on se rappelle tout au long que l'on rit du rêve de quelqu'un, d'un réalisateur qui met son cœur dans la réalisation d'une œuvre. En fait, Ed Wood aurait très facilement pu être un film cynique. Tim Burton a fait le choix sage de ne pas, à aucun moment, se moquer de Ed Wood. D'ailleurs, on ne quitte quasiment pas le point de vue de Ed Wood du film, pour que le spectateur se sente proche du héros. On rigole des situations pour le moins incongrues, mais on ne rigole pas de la personne. Ed Wood est dépeint à la fois comme un génie et un fou. Et en fait, si on ne connaît pas l'histoire de Ed Wood, on peut se demander si Burton ne raconte pas l'histoire d'un réalisateur de génie. Puisqu'en fait, Burton ne juge jamais, ne tranche jamais entre la folie et le génie. Et en fait, on reconnaît que Burton voit en Ed Wood une part de génie. Puisque, en fait, il faut du courage et même peut-être du talent pour réaliser des films aussi mauvais. Cette volonté de Tim Burton est aussi appuyée par la performance superbe de Johnny Depp, qui à l'époque avait encore beaucoup d'idées artistiques et qui sortait de très bonnes performances comme Édouard aux mains d'argent ou Dead Man. Et ce qu'il y a de génial dans la performance de Johnny Depp dans ce film, c'est que Johnny Depp joue Ed Wood d'une manière très premier degré. Le personnage est réellement persuadé de réaliser de bons films, que sa destinée est de devenir le nouveau Orson Welles. D'ailleurs, il y a tout un parallèle entre Ed Wood et Orson Welles dans le film. Orson Welles qui apparaît d'ailleurs sous les traits de Vincent D'Onofrio. Par son jeu, Johnny Depp dépeint quelqu'un qui ne se rend pas compte de la réalité, qui vit dans un monde qui lui est propre. En fait, Ed Wood, c'est un film authentique, qui donne le point de vue d'un réalisateur sur un autre réalisateur. Et c'est en cela que je vous conseille absolument fortement de regarder le film de Tim Burton qui a en fait eu le moins de succès économique, mais qui est selon moi sa plus grande réussite. Voilà, maintenant que j'ai parlé un petit peu de Ed Wood, on voulait avoir un petit débat sur la carrière et pour moi ce qui est une chute progressive dans la qualité des films de Tim Burton. Mais est-ce que déjà on est tous d'accord que les films de Tim Burton ont baissé en qualité, ou est-ce qu'il y a dans sa carrière un petit peu plus récente des bons films à en tirer ?
En tout cas, d'abord, Augustin, merci beaucoup pour cette très jolie chronique. J'avoue, j'ai vu ce film Ed Wood, mais ça fait un petit moment et tu m'as redonné envie de le voir, donc ça, c'est super cool. Alors, je dirais pas que ça a baissé en qualité parce que, quand même, d'un point de vue technique, on va dire, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, il y a énormément d'effets spéciaux, de décors, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez, entre guillemets, grandiose. Par contre, effectivement, comme tu l'as dit, je trouve que Tim Burton, hélas, avec le temps, a perdu en authenticité. À part alors Big Fish qui est arrivé après Ed Wood, si je dis pas de bêtises, on retrouve quand même son authenticité. En tout cas, c'est vrai qu'Alice au Pays des Merveilles, hélas, même si le casting est magnifique, même si le décor est quand même assez fantastique, en tout cas, l'histoire part dans tous les sens et c'en est indigeste, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alberto ? Bien moi, il est vrai que j'avais regardé Alice au Pays des Merveilles et j'avais pas du tout été conquis par le passé, j'avais pas du tout accroché. Je sais pas si c'est effectivement parce que j'étais déçu, je m'attendais à beaucoup mieux de la part du réalisateur. Mais malgré toute l'action et malgré tous les décors magnifiques, je n'avais vraiment pas accroché à ce film. Peut-être parce qu'il n'est pas si bon que ça ou moins bon que les précédents. Après, au film qu'il a fait après cette époque, évidemment j'avais vu ça avec des yeux d'enfant, Charlie et la chocolaterie, mais peut-être que si je le reverrais maintenant, je trouverais peut-être plein de défauts, mais je sais pas. Ouais, mais je suis assez partagé, on va dire, sur la suite de Tim Burton. Ouais. Mais moi aussi, Charlie et les chocolateries, c'était un film de mon enfance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait vraiment du mal de le re-regarder. C'est parce vrai que je sais que je vais pas aimer parce que je sais que j'aime pas trop ce que fait Tim Burton maintenant. Et oui, Alice au Pays des Merveilles, pour moi, c'est vraiment un des films les plus moches que j'ai pu voir de toute ma vie, vraiment, parce que la technique de CGI ne va vraiment pas du tout pour moi. Mais en fait, c'est intéressant parce que pour moi, Burton, il a pas perdu de son talent. Mais par exemple, quand on voit je m'étais un peu intéressé au storyboard que Tim Burton fait avant ses films. Et en fait, quand on voit les storyboards de Alice au Pays des Merveilles, il y a toujours ces mêmes idées vraiment artistiques, très poussées, c'est super intéressant. Et en fait, les designs dans Alice au Pays des Merveilles, je les trouve très intéressants. Mais c'est vrai qu'ensuite, la réalisation du film, elle tient plus d'une volonté des producteurs de faire quelque chose qui est normé par rapport à l'industrie de l'époque. Et en fait, c'est triste qu'un auteur comme Tim Burton, qui a une volonté artistique si éloignée des conventions, de base en tout cas, qu'il se soit conformé à ce point à des standards d'industrie qui en fait font que baisser la qualité des films. Et après, par contre, je pense qu'il y a quand même quelques films qui ressortent un peu comme Frankenweenie, etc. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il faut dissocier le film d'animation, par contre, parce que là-dessus, Tim Burton, je trouve qu'il réaffirme à chaque fois quand même sa patte personnelle. Et c'est vrai que Frankenweenie, qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2012, était quand même une vraie réussite. En plus, en noir et blanc, voilà, on retrouve vraiment sa patte. Et il y a eu aussi Les Noces funèbres. Alors là, je crois que c'est plus les années 2000, mais 2007, d'accord, bravo. Et là, vraiment, on sent qu'il n'a pas perdu en qualité. Peut-être qu'il a plus de marge de manœuvre. Je sais pas trop comment expliquer cela. Mais en tout cas, on retrouve son ADN, quoi. Ouais, et sûrement que en fait, s'il se dirige vers les studios d'animation, peut-être qu'il a plus de liberté. Et moi j'ai toujours attribué le style de Burton à un style vachement dessiné, en fait. Parce qu'à la base, Burton, c'était quelqu'un qui travaillait pour Disney. Et qui travaillait pour il développait des personnages, donc des concepts de personnages, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un coup de crayon absolument génial, et je trouve qu'on perd énormément à passer dans l'industrie numérique. Mais oui, Frankenweenie, je trouvais ça très bien. Big Fish, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai que en fait c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est toujours moins bien que ce qu'il a fait au début, et ça essaie pas de faire quelque chose de vraiment différent de ce qui a fait son succès. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû parce qu'il tombe dans la facilité, il veut faire comme les autres, ou c'est peut-être ça vient peut-être même une espèce de gangrène à la base de l'industrie même du cinéma qui au fur et à mesure des années, les producteurs ont pris peut-être encore plus d'importance, et c'est eux qui ont vraiment le fin mot. Je sais pas comment ça se passe sur le processus créatif d'un film. C'est une question intéressante, mais de toute façon, je pense que en fait, Tim Burton, c'est un réalisateur comme beaucoup d'autres qui a décidé de faire peut-être un film sur deux qui l'intéresse vraiment, et l'autre film où c'est vraiment un gros cash grab, comme on dit en anglais, pour amasser beaucoup d'argent, et une grosse production. Donc en fait, c'est un peu étrange parce que
tu sors de Alice au Pays des Merveilles en 2010 et ensuite tu vas faire Frankenweenie en 2012. Parce qu'en fait, c'est vraiment, on passe de tout au tout. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours envie de raconter des histoires, etc. J'attends. Alors je crois qu'il va faire un prochain film, je sais plus sur quoi c'est, bon je connais pas bien, mais c'est toujours quelqu'un qui a envie de raconter des histoires intéressantes, mais aussi qui des fois part dans Charlie et Chocolaterie ou Alice au Pays des Merveilles, qui sont des films extrêmement normés pour amasser le plus de pognon possible, quoi. Voilà. Je trouvais que Miss Peregrine, si j'écorche pas le nom, sortait un peu de ce modèle-là, par contre. Je trouvais que c'est un film qui est récent, alors je sais plus l'année, mais en tout cas il est sorti il y a vraiment pas longtemps, et je trouvais quand même que là on retrouvait une jolie histoire déjà, et ça part pas dans tous les sens comme par exemple Alice au Pays des Merveilles, encore une fois. Donc il y a peut-être espoir que dans l'avenir ils reviennent à ses premiers amours. Moi j'attends quand même qu'ils refassent un film un peu dans l'ADN de Édouard aux mains d'argent. Pour moi c'est je crois mon préféré de Tim Burton, et j'aimerais qu'il reparte un peu dans ce genre d'univers fantastique à sa manière, hein. Bien sûr il a tellement évolué depuis, mais qu'on retrouve un peu cette innocence mignonne qu'il avait quand même dans certains films au début, dans les années 90. Ouais, et j'ai pas vu Miss Peregrine, mais on m'avait dit qu'il y avait plus de prise de liberté par rapport à ce qu'il fait d'habitude, qu'il y a peut-être des moments un peu plus intéressants. Alors moi je sais pas, j'ai pas vu, mais moi j'aimerais beaucoup voir Tim Burton retourner vers un film qui est peut-être plus simple, un style qui est plus éloigné de ce qu'il fait d'habitude, mais qui est un film réussi parce qu'en fait il avait déjà essayé ça en 2013 ou 2014-2013 avec Big Eyes, avec Amy Adams, et c'était un film en fait assez fade, parce que je pense qu'il avait entendu toutes les critiques qu'il y avait sur lui, et il s'était dit je vais faire un film vraiment simple, mais c'était pas un film très réussi, il y avait pas beaucoup de passion derrière, je pense. Voilà, après j'en sais rien, peut-être que ça arrive à tous les grands réalisateurs de faire des mauvais films aussi, hein. mais je trouvais ça assez fade. Moi j'aimerais bien qu'il retourne un peu à ce qu'il faisait avec Ed Wood, un film où il parle de cinéma mais qui est simple, qui est bien écrit, qui est bien joué, avec de bons acteurs, parce que je pense que c'est compliqué d'embaucher Johnny Depp aujourd'hui pour faire dans des bons rôles, quoi. Ah. C'est un peu méchant. Non, en plus Johnny Depp a fait des bons rôles dernièrement. Mais voilà. Mais c'est un réalisateur qui a créé une carrière, un héritage tellement grand. En fait, je pense qu'il sait même pas comment l'assumer vraiment, parce que c'est même peut-être plus vraiment ce qu'il aime lui, quoi. Peut-être. Mais juste on attend à ce que un film de Burton ça ressemble à. Oui, parce qu'en fait, c'est le style cinématique le plus reconnaissable quasiment de tous les réalisateurs, Burton. Et peut-être qu'il souffre en fait de sa propre étiquette, en fait. Ouais, exactement, je pense. Peut-être, ouais. Moi, je pense, ouais. Voilà. Oui, c'est perdu. Et il faut pas trop qu'ils se perdent parce qu'il y a toujours des fans. Ouais, non, mais de toute façon, en fait, tout le monde sait qu'il a énormément de talent, hein. C'est pas une question qu'il est pas. De toute façon, le talent, quelqu'un comme Burton, ça se perd pas du jour au lendemain, hein. C'est juste, est-ce qu'il a envie d'encore raconter des histoires pertinentes? Voilà. Bon, sur ces douces paroles, merci Augustin, merci Alberto pour merci ce petit moment d'échange. Et on va bientôt terminer la télé au placard. On va juste vous mettre une petite pause musicale avant cela. À tout de suite.